Bien, merci d'abord pour votre invitation, Action contre la faim et les autres ONG qui participent à cette journée. Moi, je vais vous livrer quelques réflexions de là où je suis, c'est-à-dire une fonction qui me lie encore de manière indirecte au gouvernement sur la préparation de la COP 21, mais de manière indépendante au travers donc, du think tank le World Resources Institute, qui, je fais un petit peu de pub au passage, a été classé depuis 3 ans comme le think tank le plus influent au monde sur les questions environnementales. Donc ça n'a rien à voir avec ma présence. Et je vous invite à regarder ces analyses qui sont toujours, je trouve, particulièrement stimulantes. Le premier élément que je voulais partager avec vous, c'est bien évidemment la question de la convergence entre l'agenda climatique et l'agenda qui historiquement est le vôtre, à savoir celui de la lutte contre la sous-nutrition et la malnutrition. Vous auriez pu intituler la conférence dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est aussi bien le climat, l'autre visage de la faim, que la faim, l'autre visage du climat. Et c'est justement parce qu'on peut les intituler des deux côtés et que c'est dans les deux cas tout aussi pertinent qu'on voit bien qu'il y a une convergence entre des agendas qui étaient portés de manière séparée historiquement. Et je voulais vous dire que c'est très agréable de voir que vous êtes, Action contre la faim notamment, en train d'opérer ce rapprochement entre le monde de la soutenabilité environnementale et le monde de la lutte contre l'extrême pauvreté. Tout simplement, et je crois que la matinée a été truffée d'exemples, que le document que vous avez sorti en préparation de la conférence le démontre s'il en était besoin. Un monde à 4 degrés, c'est un monde qui ne peut pas assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est mécaniquement impossible lorsque l'on regarde tous les effets dévastateurs qu'aura le dérèglement climatique. D'ailleurs, je parle davantage de dérèglement climatique que de changement climatique. Parce que le changement, ce n'est pas nécessairement négatif. On peut même se faire élire président de la République quand on parle de changement. Et donc, le changement, très bien, pourquoi pas? Le dérèglement, déjà, il y a une notion qui consiste à montrer que l'ordre ancien n'est plus le même dans un monde à 4 degrés. Et donc, je vous invite aussi à réfléchir sur le vocabulaire, parce qu'on sait très bien, vous le vivez tous les jours, on en parlait avec Peggy avant cette conférence, la notion d'agriculture intelligente pour le climat, de Climate Smart Agriculture. C'est un concept qui a été capturé par un certain nombre d'intérêts économiques, privés, qui défendent une certaine vision de l'agriculture, qu'ils repeignent en Climate Smart, mais qui ne changent rien à leurs fondamentaux. Et donc, si on ne peut plus utiliser les mots parce qu'ils sont capturés par ceux qui ne pensent pas comme nous, je ne vais pas encore les appeler les adversaires à ce stade, quoique, mais ceux qui ne pensent pas comme nous, eh bien, évidemment, c'est plus difficile ensuite de gagner la bataille des idées. Et donc, réfléchissons bien aux mots, et je pense que, y compris sur la question climatique, il y a tout un travail à réaliser sur ce front. Donc, le premier élément, le premier mot-clé, pour le coup, c'est la question de la convergence. Et ça va se traduire par l'adoption d'un certain nombre de fameux objectifs du développement durable en septembre à New York. Il y aura des objectifs qui porteront notamment sur la question de la neutralité en termes de dégradation des terres. Et donc du fait de donner un coup de booster à la question de la restauration des terres. Et je vous invite à regarder ce point particulièrement. Vous le mentionnez dans le document, mais peut-être que vous pourriez aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'équation climatique mondiale, nous n'avons aucune chance de réparer le climat et d'assurer la sécurité alimentaire en 2050 à 9 milliards et quelques d'êtres humains si nous n'engageons pas un processus qui consiste à restaurer les terres dégradées. Chaque année, il y a 12 millions d'hectares de terres qui se dégradent de plus, qui viennent rejoindre un stock de 500 millions d'hectares de terres arables dégradées, érodées, en voie de désertification, qui donc diminuent considérablement leur productivité et donc leur capacité à nourrir le monde. Et c'est mécaniquement impossible de nourrir 9 milliards et demi d'habitants
avec 12 millions d'hectares de plus dégradés chaque année. Et donc vous avez, je sais que vous vous battez beaucoup pour avoir des points d'ancrage dans la COP21, et je vais y revenir dans un instant, mais vous en avez un d'ores et déjà qui me semble absolument fondamental, c'est la question de la neutralité en termes de dégradation des terres, et donc la question de la restauration des terres. Puisqu'à partir du moment où ça devient, où cet objectif devient, et je dirais qu'aujourd'hui il y a 8 chances sur 10 pour qu'il le devienne, un objectif officiel du développement durable, eh bien à ce moment-là, ça permet à l'ensemble des acteurs, les agences de développement par exemple, les financiers, les bailleurs, l'Union européenne, etc., de s'aligner sur cet objectif et donc de permettre qu'il se réalise. Et là, vous avez un rôle à jouer parce que c'est au cœur de la convergence entre l'agenda de lutte contre le changement climatique et l'agenda de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc je crois qu'il y a un point d'ancrage qu'il faut utiliser, sur lequel il faut faire au maximum levier, et ce point d'ancrage, il sera en 2 rendez-vous. Le premier, c'est en septembre, les SDGs, les objectifs du développement durable, et l'autre COP de 2015 d'une autre convention des Nations Unies sur l'environnement, non pas sur le climat, mais sur la désertification, qui a lieu à Ankara en octobre. Et je crois que là, vous avez un point d'ancrage d'ores et déjà. Puis ensuite, il faut aller en chercher un autre, et je suis entièrement d'accord avec votre stratégie, qui consiste à dire on a besoin d'inscrire dans l'accord de Paris, dans le processus qui mène à Paris et à la COP21, la question de la sécurité nutritionnelle et alimentaire. Je crois que le point d'entrée le plus prometteur, c'est la question de l'adaptation. Là encore, vous le savez au moins aussi bien que moi, et sans doute mieux que moi, la priorité absolue des pays les plus vulnérables, des pays africains, des petites îles, c'est d'abord d'être en situation de s'adapter. Et là-dessus, il y a, je crois, aujourd'hui un assez large consensus pour dire que c'est la priorité numéro 1 et qu'il faudra, à un moment ou à un autre, que les pays du Nord prennent leurs responsabilités là-dessus. Et ça veut dire quoi, prendre ses responsabilités sur la question de l'adaptation ? D'abord, évidemment, c'est un sujet de financement. Je crois que vous en avez parlé ce matin. Je ne vais pas faire un grand couplet sur la question des financements climat. Ça m'occupe une grande partie de mon temps. Je vais remettre un rapport au président de la République dans 3 semaines sur le sujet, sur comment mobiliser davantage de financement et comment trouver un accord financier à Paris. Parce que, objectivement, c'est sans doute le point qui peut encore faire dérailler sérieusement la COP21, la question des financements. Et donc, il y aura dans ce paquet financier un enjeu spécifique sur l'adaptation. À vous de construire des mobilisations, des objectifs sur ce sujet. Les chiffres dont on dispose aujourd'hui, c'est que les pays les plus vulnérables et les plus pauvres bénéficient en quelque sorte de 8 à 10 milliards d'euros l'année dernière de transferts financiers en provenance des pays du Nord, spécifiquement sur les questions d'adaptation. À nous de fixer un objectif pour la période 2020 et puis post-2020 pour s'assurer que ces financements sont croissants. Évidemment, s'il y a davantage de financement pour l'adaptation, il y a un secteur qui est au cœur de la question de l'adaptation, c'est évidemment la question agricole. Et vous avez en plus un autre avantage, c'est que c'est peut-être le seul secteur avec l'eau qui permet de faire converger les objectifs d'adaptation et les objectifs d'atténuation. Un des grands débats de la COP21 en permanence pour les négociateurs climat, c'est est-ce qu'on parle d'adaptation ou est-ce qu'on parle d'atténuation ? La priorité, c'est l'atténuation, parce que moins on s'atténue, plus on aura à s'adapter. Mais aujourd'hui, à court terme, ma priorité, c'est m'adapter quand je suis en Afrique. L'atténuation, on verra demain. Et on peut se renvoyer comme ça jusqu'au XXIe siècle la balle. Il se trouve qu'il y a un sujet qui est totalement convergent. Parce que quand vous faites de l'agriculture réellement climatiquement intelligente, vous êtes à la fois dans une logique d'adaptation, de puits de carbone,
et donc d'adaptation par rapport aux enjeux de sécurité alimentaire et d'atténuation par rapport au fait que vous faites des puits de carbone naturels. Et donc, vous faites converger les deux quasiment naturellement. Et je peux vous dire que ça, c'est une ressource extraordinairement précieuse pour la négociation climat. De la même manière que c'est une ressource extraordinairement précieuse pour un autre événement en 2015 dont on n'a pas parlé, qui est le sommet de financement sur le développement d'Addis Abeba en juillet. Puisque va se poser la question de qu'est-ce qu'on finance, quels sont les nouveaux engagements qui sont pris par les pays du Nord et, je l'espère, au-delà, vers les pays les plus vulnérables. Et va se poser la question de l'articulation entre finance-climat et finance-développement. Et lorsque l'on mène des projets de restauration des terres, lorsque l'on mène des projets d'agriculture réellement intelligente pour le climat, qui font à la fois des puits de carbone et qui contribuent à l'adaptation et à la résilience des modèles agricoles, on fait les deux. Et donc on n'a pas à choisir entre les uns ou les autres, on fait les deux. Et donc là, vous avez, vous, cette capacité, je pense, à porter cet agenda, qui est une solution pour tous ceux qui cherchent un accord et à Addis Abeba, et à New York, et à Paris. Et donc, voyez-vous vous-même comme des apporteurs de solutions dans ce contexte, parce que, et c'est ainsi, je pense, en tout cas si j'étais à votre place, que je ne suis pas, mais si j'étais à votre place, c'est comme ça que j'essaierais de défendre votre vision, que je partage intégralement, et donc je pense que ce n'est pas la peine qu'on se raconte pour la 57e fois à quel point on a raison entre nous. La question, c'est comment on essaye de faire en sorte de gagner cette bataille culturelle pour qu'à la fin, à New York, à Addis Abeba, à Paris et à Ankara, la question de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et le lien avec le changement climatique soit dans le logiciel de l'agenda du développement de la prochaine décennie. Et ce combat, effectivement, il se joue maintenant. Je conclurai en disant que quand on mène des combats, on ne choisit pas toujours ses amis, mais on peut choisir ses ennemis. C'est un grand slogan en politique. On ne fait pas de la politique en choisissant ses amis, mais par contre, on choisit ses adversaires. Il y a un adversaire, je pense que vous pourriez peut-être cibler davantage. C'est le secteur du trading de matières premières. Je suis surpris de constater que peu de gens savent que le secteur de l'économie le plus rentable sur la décennie 2000-2010, ce n'est pas les banques, ce n'est pas les compagnies pétrolières, ce n'est pas je ne sais qui, ce sont les traders de matières premières et notamment de matières premières agricoles. Et donc, il y a là, je pense, une bataille à mener, tout en passant les alliances avec les acteurs privés qui sont des acteurs qui peuvent contribuer à faire bouger le statu quo. Parce que pour moi, ce n'est pas un sujet les bons d'un côté, les gentils de l'autre, les ONG d'un côté, les méchants privés ou les méchantes entreprises de l'autre, etc. Ça, c'est une vision un peu simple du monde. Il y a des acteurs privés qui sont clairement sur un modèle économique qui est parfaitement incompatible avec les valeurs que vous défendez, c'est vrai. Et il y a des acteurs privés qui ont pris des engagements, par exemple, de zéro déforestation nette en 2020. Je pense à l'ensemble du secteur de l'huile de palme, qui n'est pas a priori un allié spontané des ONG qui luttent pour la sécurité alimentaire. Mais quand vous avez une entreprise, je vais faire la publicité indirecte, comme Unilever, qui prend cet engagement, zéro déforestation nette pour l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée d'Unilever, qui a emmené Nestlé, qui a emmené le premier fonds singapourien qui achète de l'huile de palme dans le monde, etc. Donc c'est quasiment la totalité de la filière. Zéro déforestation nette en 2020. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Puisqu'il y a un autre combat qui est de dire est-ce que l'huile de palme est utile ou pas ? C'est un autre combat. Ce combat là sur le sujet, c'est comment vont-ils mettre en œuvre cet engagement ? C'est simple. Il y a 3 options. Soit ils ne le mettent pas en œuvre. Premier sujet. Et il faudra vérifier à ce qu'ils le mettent en œuvre. Deuxième option, ils le mettent en œuvre de la pire des façons possibles. En disant je vais arrêter d'être en concurrence avec les forêts, mais je vais être en concurrence avec les petits agriculteurs, avec les communautés pour la bataille sur les terres arables. Et là, je dirais que c'est pire. Donc, ils le mettent en œuvre, mais ils le mettent en œuvre en se prenant les pieds totalement dans le tapis et en faisant quelque chose de contre-productif.
Et la troisième façon de le mettre en œuvre, c'est d'assurer la restauration des terres et de se dire je ne fais plus de déforestation, je n'entre pas en concurrence avec les terres arables aujourd'hui exploitées par les communautés locales ou les petits agriculteurs, et je contribue à régler le problème en restaurant des terres et en cultivant ce que j'ai à cultiver, c'est un autre débat, sur ces terres restaurées. Et là, on est dans une alliance possible avec eux. On ne sera pas d'accord sur tout, évidemment, mais on sera sur la réalisation d'un objectif concret, indispensable, si on veut à la fois gérer la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'autre, la question climatique. Donc voilà quelques éléments qui, je l'espère, peuvent concourir à votre réflexion. Et en concluant, je dirais qu'on est dans une bataille, c'est une bataille de la modernité. Vous avez tous discuté avec des ministres africains de l'agriculture. Vous allez discuter avec Stéphane Le Foll, qui n'est pas un ministre africain de l'agriculture, dans quelques minutes. Il y a une bataille de la modernité à gagner. Qu'est-ce qui est moderne aujourd'hui pour le ministre agricole, de l'agriculture africain lambda? C'est de faire des grandes chaînes de valeur internationales, d'avoir des grandes monocultures d'exportation, etc. C'est ça qui est moderne. C'est ça qui est tendance, c'est ça qui est bien, c'est ça qui lui assure qu'il emmène son pays sur la voie du développement. Et il faut gagner cette bataille en montrant que le modèle économique le plus performant, c'est celui de l'agriculture que vous défendez. Et c'est aussi celui qui est le seul à lui assurer la capacité d'être résilient par rapport au changement climatique. Donc là encore, il y a une convergence et c'est cette bataille de la modernité qu'on gagnera ensemble et qui sera un élément, je crois, majeur de la bataille de Paris. La bataille de Paris qui est aussi une bataille entre tous ceux qui veulent inventer le monde de demain, dans le domaine des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la mobilité, et tous ceux qui sont arc-boutés sur les modèles d'hier. Et donc, choisissez bien vos cibles. Il y en a quelques-unes qui sont assez sympathiques à regarder, et ensuite, passez les alliances avec ceux qui veulent bouger dans la bonne direction. Merci.